Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle case du calendrier et aujourd'hui on part à la découverte d'un château fort. Cet été, il me semble que c'était cet été, je suis partie quelques jours à Sedan et j'en ai profité pour aller visiter le château. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal d'en parler dans le calendrier de l'Avent. Donc oui, je pense très tôt à faire le calendrier de l'Avent. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment le château de Sedan est devenu cet énorme château avec... énorme château, pas tant que ça aujourd'hui, mais surtout ces énormes fortifications, que ce soit en hauteur ou en épaisseur. Donc du coup, on va surtout se concentrer sur sa période médiévale jusqu'au XVIIe, et je vous parlerai pas forcément de la bataille de Sedan en 1870, etc. etc. On va plutôt se focus vraiment sur sa construction et son évolution. À la base, sur ce terrain, il y a une petite église qui devient ensuite un prieuré, ensuite un petit manoir qui devient un petit château, et avec le mariage de Marie de Bracquemont qui possède la seigneurie de Sedan, eh bien elle va épouser un certain Evrad de la Marck qui est d'origine germanique et qui donc va obtenir ce château via son mariage et qui va avoir quand même le potentiel de ce château et de cet emplacement, puisqu'on est à la frontière du Saint-Empire romain germanique et que on est situé à côté de la Meuse. À l'époque, il y a beaucoup de commerces de l'Europe du Nord qui passent par Sedan pour aller en Europe du Sud. C'est un énorme atout financier. Et sur la Meuse, c'est un fleuve où il y a une circulation très très importante, et notamment pour le commerce. Donc déjà, niveau financier, on est sur un très bel emplacement. Et évidemment, sur un point de vue politique, c'est pareil. C'est aussi un grand atout, et c'est un domaine qui va faire des envieux. Au niveau politique, au début, il va un peu jouer l'arbitre entre le royaume de France, la principauté de Belgique et l'Empire romain germanique, qui convoitent tous la frontière. Il y a des fortifications qui vont commencer à être construites sous Evrad de la Marck, parce que ça va être important de se protéger, on est quand même dans un lieu très convoité, donc il faut savoir se protéger des voisins. Mais en parallèle, l'artillerie évolue beaucoup avec l'apparition des canons et des boulets métalliques. Du coup, le premier château primitif, médiéval, il devient obsolète. Donc début du 15e, le château doit vite se transformer. Donc on va commencer à emboîter les nouveaux bâtiments sur les anciens bâtiments. Parce qu'évidemment, à l'époque, on va pas détruire parce que ça coûte cher de faire tous ces travaux. Et ça demande aussi beaucoup de ressources, donc on réutilise et on fait une espèce de construction en millefeuille. Par exemple, pour le bâtiment qui est nommé la grosse tour, en fait, on emboîte la petite tour du bâtiment primitif par une plus grande tour avec un ajout d'emplacement pour des tirs. Aujourd'hui, il y a une partie du musée qui est là-dedans, avec des traces de la charpente de la petite et de la grande tour. Et si vous regardez en bas au milieu de la pièce, c'est le reste de la petite tour qui a été encastrée dans la grande tour. Pareil, à l'époque, on va ajouter une tour d'artillerie qui est non visible aujourd'hui. C'était un bastillon rond, donc avec une 50aine de postes de tir, ce qui est énorme. Tous les héritiers d'Hervard y vont continuer les modifications pour faire du château une forteresse imprenable. À la base, le château primitif, il a un plan triangulaire, et c'est avec Robert II de la Marck que les extensions vont s'étendre au-delà de ce plan. On commence à atteindre les plus grosses épaisseurs de fortification avec parfois 25 mètres d'épaisseur, ce qui est quand même énorme et quasiment impossible à détruire. On va aménager des pièces pour stocker le matériel et loger les soldats. Ici, tout va être tourné vers le militaire. Et ça va être une forteresse qui a quand même réussi à dissuader Charles Quint pendant ses conquêtes, qui va décider d'attaquer une ville un peu moins puissante à la place parce qu'il a vu les hauteurs de ses fortifications et s'est dit bon, ça risque d'être un peu chaud, on va peut-être éviter, on va aller voir la ville d'à côté. Mais avec cet exploit-là, ça n'empêche pas le château de continuer d'évoluer. Il va gagner en superficie, du coup on va changer l'entrée qui militairement est plus pratique, et les fortifications vont commencer à entourer la ville, puisqu'un château seul ne suffit plus pour protéger le territoire, il faut protéger la ville.
Bien que maintenant le focus se fait sur les villes, le château va devenir un laboratoire d'expérience pour l'architecture militaire. C'est notamment le cas avec le pavillon princier. En gros, à cette époque, Henri II reconnaît le statut de principauté à Sedan. Et du coup, les marques, ils ne sont plus des seigneurs, mais ils deviennent des princes. Donc du coup, quand on est prince, il ne faut pas juste avoir un château militaire, mais il faut aussi montrer son influence et sa puissance. Donc le château va aussi devenir un bâtiment d'apparat. Aujourd'hui, ça ne ressemble plus à ce qu'il y avait à l'époque, mais on était sur une architecture Renaissance à la mode pour vraiment montrer qu'on avait du goût, de l'argent et de l'influence et de la puissance, etc., etc. Et leur nouvelle mission, là, ça va pas être juste de protéger la seigneurie de Sedan, mais ça va être de protéger le royaume de France. Du coup, on va voir l'apparition de bastillons aux quatre coins des forteresses. Aujourd'hui, il nous en reste 2 et c'est une technique que les princes ont découvert en Italie. On construit avec les mêmes techniques que d'habitude, on recouvre une ancienne structure pour faire émerger une nouvelle. On va aussi protéger la ville. Sur 100 ans, on va totalement la bastillonner pour être sûr que voilà, la population est en sécurité et que ça ira. Puis vers le XVIIe siècle, le château passe à la famille de la Tour d'Auvergne par le mariage de la fille de la marque. Et ils vont construire un nouveau château en contrebas qui est plutôt un palais réalisé par l'architecte d'Henri IV, rien que ça, qui s'appelle Salomon de Brosse et vous le connaissez pas forcément, mais vous connaissez sûrement une de ses constructions qui est le Palais du Luxembourg à Paris. En fait, on a besoin de construire ce petit palais château pour la vie de cour parce que c'est pas ouf d'avoir sa vie de cour dans l'ancienne forteresse qui, en plus de ça, devient de plus en plus militaire et on enlève un petit peu ce côté apparat qu'il y avait au siècle précédent. On va avoir du coup dans ce bâtiment une dimension beaucoup plus royale, mais la chute va bientôt arriver. En gros, le Petit Palais sera la dernière extension du château, puisqu'en 1642, le dernier prince de Sedan a fait un énième complot contre la royauté française. Bon, du coup, le roi, il en a un peu marre, et pour l'épargner, il va lui dire « Je t'épargne si tu me cèdes tes possessions », dont le château de Sedan. Du coup, le château devient une propriété du royaume de France, enfin du roi surtout, et va devenir une caserne militaire beaucoup plus austère. Donc voilà pour cette partie de l'histoire du château de Sedan. J'espère que ça vous a intéressé, et nous, on se retrouve demain pour la suite du calendrier.